Bon alors bonjour Rémi, alors je te reçois aujourd'hui pour te poser plusieurs questions, mais tout au moins une question centrale. Comment tu imagines l'agriculture du futur, l'agriculture dans 20 ans? Alors déjà je voudrais que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis on va parler de cet avenir. Bon, une présentation relativement simple, je suis un cultivateur, c'est-à-dire que je cultive des plantes. J'ai l'habitude de dire aussi que en fait, je place des capteurs sur une surface qui vont capter de l'énergie solaire et transformer ça en énergie. Et après, cette énergie-là, soit on la consomme pour nos machines, ou soit on la consomme pour nous, qui est la première machine. Un angle de vue de l'agriculture qui est intéressant. Voilà, qui est un peu différent et qui permet peut-être d'expliquer et de communiquer sur notre agriculture d'aujourd'hui et celle de demain, quoi. Et puis aussi, donc je suis à la fois un producteur, mais je suis aussi un producteur de services, puisque je fais de l'expérimentation sur mon exploitation, je produis des logiciels, et puis je fais de la communication aussi, qui est l'une de mes grandes passions. Donc on peut voir que l'agriculture aujourd'hui, c'est à la fois produire des matières premières et de l'énergie, mais aussi produire des services. Alors communication en direct par une troupe de théâtre, je crois, alors c'est ça dans deux mondes, c'est-à-dire dans le monde physique, ça j'aime bien faire ça en proximité avec des gens dans une salle ou à travers des actions culturelles qui sont pas forcément agricoles au départ, mais qui parlent d'agriculture. Donc à travers un beau projet qui s'appelle Envolée de lettres, qui mêle à la fois l'écriture, mais aussi toute la partie artistique jusqu'à la musique et le théâtre. Et puis après, j'aime bien faire des jeux, des conférences. Je fais partie du réseau Agri Demain aussi, et communiquer avec le grand public en physique, et puis aussi le faire à travers le numérique, à travers un blog qui s'appelle Le Cultivateur Bosseron, et puis un compte Twitter sur Mdimdum où je dois, je pense, dépasser les 3500 followers maintenant. Ce qui est pas mal sur Twitter. Dans notre monde agricole. Dans le monde agricole, voilà. Donc une belle représentativité. Ouais. Alors donc, la question de base, c'est quelle sera l'agriculture dans 20 ans? Ouais. Alors comment toi tu te l'imagines? Alors à divers niveaux, on va peut-être commencer par quelque chose de simple, c'est pas forcément évident, mais le matériel, quel va être les nouveautés qui vont bouleverser notre organisation, notre fonctionnement pour toi? Alors déjà, imaginer l'agriculture à 20 ans, ça fait forcément loin, parce que je serai peut-être à la retraite dans 20 ans. On ne sait pas comment ça va évoluer. S'il y a encore une retraite. Et s'il y a encore une retraite, c'est la bonne question. Et puis, évidemment, ce qui va complètement bouleverser notre société, mais aussi notre métier d'agriculteur, et donc de producteur d'énergie, évidemment, c'est le numérique et l'Internet globalement. Donc, si on pose la question du matériel, évidemment, je pense que le matériel, ça va devenir des objets connectés. Ce sera à la fois du matériel qui aura toujours une action, évidemment, sur le sol, sur les plantes, pour la protection, pour la récolte, le stockage, la valorisation, mais aussi, ça sera aussi des grands producteurs de data et de données. Je pense qu'un tracteur, une moissonneuse commence déjà à produire des données, mais ça sera globalement des grands producteurs de données et qui permettront de trouver des pistes d'amélioration sur l'action, évidemment sur les rendements, mais aussi sur la qualité, et aussi sur la traçabilité, un mot qui est apparu dans les années 2000, où on ne sait pas encore trop comment la valoriser, je pense, au niveau de l'agriculture, mais qui va prendre sans doute son sens grâce au numérique. C'est-à-dire que le consommateur pourra être rassuré, pourra être confiant, et retrouver cette confiance entre le lieu de production, c'est-à-dire sur une surface, globalement, et son assiette. Et je pense que les data vont permettre justement non pas d'être dans la justification, mais dans la promotion d'une agriculture durable par rapport à son alimentation. Ouais, avec une bonne qualité de suivi. Donc voilà. Pour toi, ce sera des enregistreurs aussi de données qui nous permettront de mieux travailler et d'arriver donc à offrir un produit qui corresponde à la demande. Qui globalement va faire ce travail-là, va aussi éliminer pas mal de paperasse où on est contraint aujourd'hui, parce que si on veut faire de la traçabilité aujourd'hui, c'est forcément de la paperasse. Et puis
aussi le matériel, on peut penser évidemment que les robots vont prendre une place aussi. Alors on commence à en voir quelques-uns tourner, mais je pense qu'on est au début des applications, notamment par les drones, par les robots terrestres, ou des choses comme ça. Donc ça va évoluer relativement rapidement. Alors peut-être pas remplacer de la main-d'œuvre en tant que telle sur nos exploitations, puisque finalement, notamment en domaine céréalier, il y en a déjà peu. Il y en a peu. Mais déjà, faciliter le travail qui pourrait être pénible, mais aussi toute la partie paperasse. Je pense que c'est là que ça va être plus intéressant. D'accord. Est-ce que tu imagines, donc dans 20 ans, qu'on va avoir d'autres productions que ce qu'on a maintenant, que ce soit en céréales, en culture? Est-ce qu'il y a des nouvelles productions qui vont arriver ou d'autres qui vont disparaître? Ouais. Je pense que dans les deux compartiments qui sont la production d'énergie, déjà en 2010, un jour j'étais revenu d'une réunion dans ma région centre où quelqu'un de la DDT avait présenté l'agriculture de la région centre et n'avait parlé que des filières alimentaires. C'est-à-dire que globalement, on produisait pour faire de l'aliment. Et alors, soit de l'alimentaire directement pour les êtres humains ou pour les animaux, qui revient à faire de l'alimentaire pour les êtres humains. Et moi, comme j'avais un quota betterave éthanol, j'avais un contrat de blé éthanol, je faisais du colza qui va aussi dans la filière diester, je m'étais amusé à calculer la part qui allait dans l'alimentaire et la part qui passait par une filière industrielle et qui faisait de l'énergie finalement, même s'il y a une partie des coproduits, les drèches, les pulpes, qui revenaient dans l'alimentation animale. Je m'étais aperçu que j'avais 55% en 2010 qui allaient déjà dans une production de filière, pas directement dans l'alimentaire. Donc ça, je pense qu'il faut l'expliquer et il faut... peut-être que ça va être amené à se redévelopper finalement, puisque les gros enjeux du XXIe siècle, et donc si ta question c'est dans 20 ans, il y a des enjeux énergétiques qui sont énormes. Et l'autosuffisance énergétique à la fois de nos exploitations peut-être, mais aussi du pays, passera peut-être par des productions sur un espace qui ne seront pas qu'à vocation alimentaire, et qui est une vocation énergétique. On peut imaginer aussi que entre les cultures alimentaires, on puisse faire des cultures qui soient énergétiques. Ouais, on n'aura pas forcément une scission entre les deux avec que de l'énergétique, mais utiliser un produit, une partie pour l'alimentaire, une partie sur l'énergétique. Si on prend l'exemple du colza, par exemple, aujourd'hui 20 à 30% fait de l'huile alimentaire et 70% va dans la filière diesel. Plus le tourteau de colza qui lui repart dans l'alimentation animale. Et puis dans du colza, on voit qu'on peut être en culture associée, on peut avoir de la luzerne qui, elle, va capter de l'énergie et alimenter le sol. On peut imaginer plein de choses comme ça. Donc à la fois, la même surface pourra être dans un espace de temps qui peut être, et notamment à l'Open Agri-Food, on a un dossier qui est 3 cultures en 2 ans. On peut voir qu'on peut faire plus de choses sur la même surface. Et dans 20 ans, je pense qu'on fera plus de choses sur la même surface. D'accord. Voilà. Plus après, lié au réchauffement climatique, évidemment, on a sans doute nos cultures, en fonction de la latitude où nous sommes en France, où des cultures nouvelles vont arriver, peut-être des plantes nouvelles, peut-être des besoins nouveaux, à la fois pour l'industrie, puisque l'industrie va sans doute utiliser moins en moins de pétrole et plus en plus de matières renouvelables. Donc on va avoir des productions qui vont aussi, et de nouvelles plantes qui vont sans doute arriver d'ici 20 ans. D'accord. Donc certainement des bouleversements aussi au niveau des types de production, quoi. Voilà. Ou changement tout au moins. Changement. Est-ce que dans 20 ans, l'agriculture sera encore rentable économiquement? Ça, c'est une bonne question. Si la question c'est est-ce qu'on a besoin des agriculteurs français pour manger dans les villes en France, la réponse est sans doute non. C'est-à-dire qu'on pourrait importer, vu le niveau de vie français, on pourrait importer toute l'alimentation de l'extérieur. Mais après, que fait-on de l'aménagement du territoire? Que fait-on de la répartition de la population sur le territoire? Que fait-on aussi de l'objectif de garder une certaine culture
une certaine agriculture qui, à travers l'alimentaire, est toujours là aussi. Hein. Donc il y a des enjeux évidemment politiques et donc économiques. Donc là, je pense que l'exemple de la crise que l'on vit avec la moisson 2016, ça va reposer sans doute des questions de priorité, des questions politiques, à la fois dans notre pays, à la fois au niveau en Europe. C'est-à-dire utiliser cette crise qui est assez importante pour en tirer un enseignement pour les années futures. Ok, bon, a priori, il y a un avenir pour l'agriculture si on a toujours besoin de production dans notre secteur. Je pense que ça serait bête de se couper de cette partie de production, d'emploi et tout ce que a besoin une société, de faire une croix dessus, ça serait quand même un choix complètement catastrophique. Au niveau humain, est-ce que les agriculteurs, alors est-ce qu'il restera des agriculteurs? Est-ce qu'ils auront encore des employés? Est-ce qu'ils travailleront en groupe? Comment tu imagines, toi, un agriculteur dans 20 ans? Est-ce qu'il va être seul, à plusieurs? Alors ça, c'est la question. Est-ce que le modèle de l'agriculture familiale est encore aussi, là? Oui. Voilà. Ouais. Ouais. Alors ça, j'ai pas trop de réponses par rapport à ça. Parce que, en fait, je ne sais pas si je me pose la question, mais je pense que le modèle qui a vécu pendant le XXe siècle, c'est-à-dire sorti de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à les années 2000-2010, qui était relativement homogène, hein, c'est-à-dire qu'il était formaté par la PAC, il était formaté par les filières, par toute la distribution, par les coopératives aussi. Hein. On avait un modèle qui était relativement unique sur le territoire. Je pense qu'il va être complètement disparate. C'est-à-dire qu'on craint beaucoup d'une agriculture à 2 vitesses, mais je crois que l'agriculture va être comme les boîtes de tracteurs, ils vont passer à 24 vitesses. Quoi. On va avoir des agricultures d'une vitesse complète, on va avoir de la très industrielle qui va répondre à un marché, jusqu'à des productions très locales, très en circuit court, en périurbain, de l'agriculture urbaine. On va avoir des types d'agriculture qui vont être complètement différents et qui vont répondre à la fois à des marchés différents, à des filières, mais aussi à des envies de producteurs qui vont être aussi différents. Donc pas de modèle. Il n'y a pas de modèle à venir. Il n'y aura plus de modèle. Et donc pas de modèle de groupe non plus, parce que certains pourront travailler certainement seuls sur peut-être des grandes surfaces, sur de l'industrie. Par contre, il y aura sûrement des regroupements aussi. Alors on parlait de l'agriculture familiale. Ce que je me rends compte, c'est que parfois, on sort un peu du familial pour associer plusieurs personnes qui ne sont pas de la même forcément origine, même pas d'origine agricole, et qui apportent aussi leur savoir. Donc quelque part, chacun devra trouver un peu son besoin et répondre. Et sur de l'agriculture partagée, comme tu l'exprimes là, on a sans doute dans l'esprit de le faire quelques agriculteurs sur une même commune ou un même canton qui travaillent ensemble. Mais avec le numérique, je pense qu'on peut aussi avoir des agriculteurs qui travaillent ensemble mais avec des distances beaucoup plus grandes. Hein, qui partagent via le numérique à la fois des connaissances ou des réseaux de commercialisation ou des choses comme ça. Hein. L'apport du numérique va évidemment casser aussi la proximité. Hein. La proximité, c'est un mot qui est aujourd'hui qui n'est pas lié à des distances, mais à des atomes crochus entre des individus. Temps de réponse, temps d'entrevue. C'est vrai que Paris-Lille pour moi c'est 1 heure, donc pour toi c'est 1 heure aussi. C'est 1 heure aussi. Orléans, donc, Et puis quand on est ensemble sur Twitter, c'est moins d'1 heure, c'est des millièmes de secondes. Millièmes de secondes, tout à fait, ouais. Ok, donc pour cette partie-là. Et puis après, là je voudrais finir sur un aspect qui t'est cher, la communication. Comment tu imagines que les agriculteurs vont communiquer entre eux et est-ce que les agriculteurs vont devoir travailler justement d'ici ces 20 ans à changer leur image, et ce qu'on essaye peut-être déjà de faire un peu, mais est-ce qu'il y en aura plus qui s'y mettront et est-ce que ce sera un besoin ou une nécessité? Alors ça, je crois que c'est l'enjeu principal. C'est-à-dire que dans les 20 dernières années, il ne faut absolument pas qu'on fasse la même erreur qu'on a fait dans la deuxième révolution industrielle. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas compris pourquoi on utilise des nitrates, pourquoi on utilise des pesticides, pourquoi on aurait peut-être aimé utiliser des OGM, il ne faut pas qu'on refasse la même chose avec la troisième révolution agricole et qui arrive. Et l'idée, c'est d'expliquer cette troisième révolution
agricole au grand public. C'est-à-dire recréer ce lien. Il faut que les gens comprennent pourquoi on utilise des drones, pourquoi on utilise encore des engrais, pourquoi on va utiliser encore des pesticides, parce que ça, je ne pense pas qu'on arrêtera, même s'ils vont évidemment évoluer, les pratiques aussi, et recréer en fait ce lien, où que les gens comprennent pourquoi on produit au mieux pour finalement pour eux, pour le consommateur. Et donc recréer ce lien. Alors le numérique va nous aider, je pense, parce que la parole d'agriculteur fait quand même relativement foi au niveau des consommateurs. Ouais. Et on s'aperçoit finalement les gens qui mangent bio, les gens qui vont sur les marchés, qui utilisent les circuits courts et qui rêvent d'agriculture urbaine. En fait, ils ne cherchent pas forcément la protection de l'environnement ou l'aspect sanitaire des produits. Et ce qu'ils cherchent, c'est répondre à cette question, c'est qui me nourrit. Quelle est la personne en face qui remplit mon assiette. Alors, à une période de l'histoire, le consommateur était rassuré par un AOC, un label, une marque. Une étiquette. Une étiquette, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un grand doute par rapport à ça. Et il voudrait personnaliser la personne qui est en face. Et je me rends compte, les producteurs bio, par exemple, qui sont dans mon secteur, ont cette proximité. C'est-à-dire qu'ils répondent à cette question-là. Et nous, une agriculture qu'on appelle plus conventionnelle, doit aussi répondre à cette question. Qui me nourrit? Et je pense que le numérique pourra aider à remplir ça. Quelle est l'utilisation de l'eau, par exemple? Moi, je suis dans une région irrigante. Quand les consommateurs voient des gens qui irriguent, de l'eau qui est lancée dans le ciel, qui retombe dans le sol, des fois ça les affole, ils ne comprennent pas le cycle de l'eau. Donc il y a toute une pédagogie à reprendre et à expliquer. Et je pense que recréer ce lien est l'un des enjeux principaux. D'accord. Très bien. J'aurais une dernière question. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux agriculteurs pour préparer leur avenir? Quel est le point principal, d'après toi, nécessaire pour qu'un agriculteur puisse évoluer dans le bon sens? Le seul moyen, c'est de sortir de la cour de la ferme, je pense. Et puis d'aller voir déjà chez son voisin, d'aller voir peut-être dans les pays étrangers, et peut-être essayer de retourner aux formations. Parce qu'on s'aperçoit que il y a peu d'agriculteurs qui se forment, alors qu'il y a plein de choses à faire, et ça c'est... Et puis se dire que le métier va être complètement différent. Déjà quand on est dans cette idée que le métier va être complètement différent depuis par rapport aux 5 dernières années, on voit que ça évolue, que le climat évolue, qu'il y a plein de choses qui bougent autour, qui va être moins sécurisé aussi. Eh bien, retourner en formation, essayer de trouver des pistes de progrès, de se dire qu'il va y avoir une réelle mutation. Et puis si on est dans ce mouvement-là, peut-être que les prix reviendront acceptables par rapport à nos productions, et puis l'agriculture aura finalement de l'avenir, quoi. Voilà. Donc le conseil, c'est de s'attendre à une mutation et puis de s'y préparer en se formant. C'est-à-dire que si le rêve, c'est de revenir à une agriculture passéiste, comme certains essaient de nous le passer, ou certains rêvent aussi de retrouver les marges qu'on faisait il y a 20 ans, je pense que c'est un rêve pieux. Ok. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ici en dessous. Et puis je te remercie pour cette intervention, puis cette explication de l'agriculture d'ici 20 ans. Voilà. Alors comme je suis un devin, tout ce que j'ai dit est forcément vrai. Au moins on verra dans les 20 ans qui arrivent si c'est ça. Merci Rémi. Salut Thierry.